amis, chers auditeurs, bienvenue donc à notre émission. Bidba, bring the Ivorian Dream back again. Indeed, le Conseil constitutionnel donc a rendu donc sa décision. Les candidatures validées et rejetées sont donc désormais connues. Cette décision marque un tournant pour la vie politique ivoirienne et soulève autant d'espoir que de frustration. Pour en débattre, nous recevons donc à nouveau, en exclusivité, le docteur Eric Eddy, enseignant, secrétaire exécutif donc, du CACI, grand supporter du Jacques Roger Chaud, qui est avec nous et qui analysera donc les décisions donc, du conseil constitutionnel. Prenez note, parce que c'est un cadre averti, un intellectuel très compétent, et il fait donc des analyses très, très, très pointues. Alors, nous allons directement, je suppose, je sais qu'il fait le tour des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas où il se trouve en ce moment, certainement dans son état, j'allais dire naturel, la Pennsylvanie. Nous allons rapidement du côté donc, du docteur Rikedi. Docteur, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, cher frère Jacques Roger, je vous reçois 5 sur 5 et j'espère que vous m'entendez aussi. Voilà, nous vous entendons donc 5 sur 5, docteur Eric Eddy. Alors, est-ce que vous aviez bien dormi pendant au moins, disons, 2, 3 jours? On fait l'effort de ne pas laisser les événements de la vie nous empêcher de dormir parce que le sommeil est important. Je suis chrétien, le Seigneur lui-même dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Le repos fait partie de ça, mais en même temps, je comprends votre question. Je crois que nous sommes restés un peu, je ne veux pas dire tracassés, enfin tracassés, je ne veux pas dire surpris, mais très tracassés et puis préoccupés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue-là, oui, nous sommes restés très préoccupés. Mhm. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Nous allons aller très rapidement. Je sais que vous êtes très, très occupé. Comment donc le CACI a-t-il, accueille-t-il donc, j'allais dire, la décision donc, du Conseil constitutionnel? Avec beaucoup de déception. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, pour nous c'était prévu, hein, vu le cours des choses numéro un, vu la dérive totalitaire et autoritaire dont nous parlions depuis un certain moment en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas déçus de ce que nous avons vu le Conseil constitutionnel faire, mais c'est beaucoup de déception. Le droit a-t-il été dit en Côte d'Ivoire? Nous pensons que les contorsions juridiques et judiciaires que nous avons écoutées il y a 2 jours précisément, le lundi, vraiment le droit n'a pas été dit et le Conseil constitutionnel, encore une fois, en tant qu'institution, a marqué ou bien manqué une autre occasion de faire avancer la justice et l'État. Mhm, mhm. Vous dites que la décision n'a pas été surprenante, vous êtes en train de l'expliquer, mais en tant qu'organe suprême donc, du pays, vous avez parlé de déception. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de la déception? Il n'y a pas eu la trahison là? Alors, les aléas donc, du direct, je pense que nous avons un temps soit peu perdu donc, le docteur Eric Eddy. Alors, nous allons tenter donc de l'avoir donc, tout à l'heure. Comme je disais, bien, vous êtes toujours à l'écoute donc, de notre émission, voilà, Bitba, Bring the Ivorian Dream Back Again. Nous recevons donc en exclusivité le docteur Eric Eddy. Et pour des aléas voilà, techniques, nous avons momentanément perdu donc le docteur Eric Eddy. Nous allons donc l'avoir tout à l'heure afin qu'il puisse donner un peu son point de vue. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens sont affligés par rapport donc, à la décision du Conseil donc, de ministres. Certains jubilent, mais la grande majorité donc, des Ivoiriens ne jubilent pas du tout, hein. Voilà, ça ne fait pas, comme il le dit, ça ne fait pas du tout sérieux et quelque chose doit être fait. Je pense que les problèmes techniques sont résolus. Nous allons rapidement du côté donc, de la Penfani, docteur Rikedi, et nous vous écoutons, hein. Merci tout à l'heure. Donc, difficulté technique. Mais je disais que la réaction du caissier, encore une fois, pour me reprendre très rapidement, il y a une grosse déception. Déception, pas parce que à cause de la faillite des institutions en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tout à l'heure avant d'être coupé, le Conseil constitutionnel, à notre sens, a manqué une autre opportunité. Et là, quand je dis, et nous disons au nom du CACI, le Conseil constitutionnel, nous regardons cette institution de l'État.
qui a manqué donc une autre occasion de faire avancer la justice et l'état de droit à cause de l'opacité des décisions qui ont été prises. Vous avez écouté comme nous autres et nous pensons que ce que nous avons entendu, c'est vraiment faire preuve d'une certaine opacité, l'utilisation de contorsions juridiques, ça et là. Finalement, le président Laurent Gbagbo, en définitive, est exclu de la liste, premièrement à cause du parrainage. Qui peut croire que le président Laurent Gbagbo peut avoir des parrainages qui soient aussi faux au point qu'il soit éliminé dans cette Côte d'Ivoire? La même chose pour le président du PDCI RDA. Et donc, en définitive, même avoir aussi le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Afin Guessan, exclu aussi de cette compétition. Je crois que nous avons encore une fois assisté à l'État ou bien une autre facette de l'État de non-droit en Côte d'Ivoire. Et puisque vous parlez du président du FPI, M. Afin Guesson, il accuse le Conseil constitutionnel d'avoir fait donc du faux, hein. Voilà, qu'est-ce que cela vous inspire? Ben, nous pensons que d'abord même les mécanismes utilisés par le Conseil constitutionnel pour arriver à ces fins posent problème. Vous savez que déjà en amont, il y a eu des questions posées ou bien des préoccupations soulevées sur la question des parrainages. Quand on a remis des tablettes aux gens, je le pense, certainement on devrait faire en sorte que ces tablettes-là puissent indiquer et éliminer d'office les questions donc de doublons ou bien de double parrainage, ou bien de triple parrainage, etc., etc. Donc, il y a toute une question à se poser sur ça. Et sur ce point-là, nous disons que nous sommes d'accord avec ces critiques et ces remarques formulées par le Premier ministre Afin Guessan. J'ajouterai très rapidement que à cause ou bien à côté de la technologie, il faut aussi regarder l'aspect sociologique. On connaît quand même le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on sait le poids qu'il représente. Ce serait vraiment archi faux pour des personnes de dire que il n'est plus ce qu'il est, même n'étant plus ce qu'il était avant son retour de la haie. Le président Laurent Gbagbo demeure quand même jusqu'aujourd'hui un poids dans la politique ivoirienne et je pense que c'est quand même lourd de croire. Autre chose que je voulais ajouter très rapidement, M. Jacques Roger, c'est que quand le Conseil constitutionnel s'appuie, comme on dit, hein, sur des décisions antérieures qui ont conduit à l'élimination ou bien à la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, vous comprenez que, encore une fois, le Conseil constitutionnel a manqué l'opportunité de dire la justice parce que ces décisions antérieures-là étaient elles-mêmes basées sur des violations constantes, non seulement de la Constitution, mais des droits civiques et politiques et individuels de M. Laurent Gbagbo, puisqu'il n'a pas été, comme on le dit, jugé devant une juridiction compétente en sa qualité d'ancien chef d'État. Nous pensions que dans un certain sursaut d'orgueil, le Conseil constitutionnel allait être rectifié un certain nombre de tirs. Malheureusement, ce n'est pas le cas et cela nous amène donc à d'autres considérations. Alors, je reviens sur la question que je viens poser tout à l'heure. C'est là le Conseil constitutionnel qui est accusé donc d'avoir fait du faux, docteur Ekedi. Est-ce qu'on se rend compte de la Oui, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas respecté la Constitution. Le Conseil constitutionnel a surtout manqué, comme je le dis, de l'opportunité de rétablir la justice en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le droit est un outil pour moi et pour nous au CACI, est l'outil qui nous permet d'aller vers la justice. On pourra nous dire que bon, ben, la justice est quelque chose à l'infini, etc. Mais il y a au moins des éléments de justice. Quand quelqu'un a été au préalable exclu d'une liste électorale prétendument, hein, sur la base de procès, lesquels procès même ont violé et qui n'ont pas respecté la norme, le Conseil constitutionnel, en tant qu'institution suprême, devait rectifier ce tir. C'est la même chose avec le cas de M. Tidiane Thiam. Quand vous avez quelqu'un qui dit hier à 14 heures, et enfin, je prends une image, à 14 heures est ivoirien, à 15 heures n'est plus ivoirien et à 16 heures devient ivoirien, ben, il faut tout de suite s'arranger pour que cette personne soit sur la liste électorale. Donc, on a vu ce ping-pong du Conseil constitutionnel. Tantôt, le Conseil constitutionnel juge une certaine requête recevable, tantôt elle ne juge pas recevable, tantôt elle pense que la commission électorale indépendante est chargée d'un certain nombre de choses et donc c'est son avis qui compte, tantôt elle prend des décisions pour appuyer. Bon, je crois qu'il y a vraiment, moi je pense que ce sont des contorsions, je laisse vraiment l'opportunité
aux juristes, qu'ils soient hommes ou femmes, pour donner beaucoup plus de détails. Mais de façon sociologique, je pense que le Conseil constitutionnel, en tant qu'institution, a encore raté une belle opportunité peut-être de rétablir la justice et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Merci, docteur Ekedi. Alors, parlons donc des implications politiques et sociales, hein. Juste avant donc d'arriver là, les candidats retenus, Madame Simone Gbagbo s'est prononcée. Elle a sorti donc une phrase qui, depuis lors, fait couler beaucoup donc de salive quand elle dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit et a bien dit le droit. J'essaie de paraphraser ce qu'elle dit. Est-ce que ce n'est pas une déclaration malheureuse? J'ai envie, sans toutefois jouer les avocats du diable, au risque de contredire la philosophie et l'approche du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire que il y a un lapsus qui peut être, est-ce que, comme on le dit, c'est une déclaration politique qui a été faite, ben, il y a entre ce qu'on a envie de dire et il y a l'impact de ce qu'on dit. Je crois qu'aujourd'hui, l'impact de cette déclaration-là est négatif. Les gens n'ont pas perçu ce qu'elle avait dit. Ça veut dire que ça a été mal dit. En tout cas, avec ce que je viens de dire en avant, je ne peux pas dire que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Comment et pourquoi est-ce que l'ancienne première dame et l'honorable Simone Gbagbo a fait une telle déclaration? Je crois que les journalistes lui tendront le micro et je pense que peut-être le MGC aura l'opportunité de rectifier le tir au cours d'une conférence de presse pour mieux expliquer ce qu'elle voulait dire par là. Mais pour ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que le Conseil constitutionnel a fait ou bien ait fait un bon travail. Alors, parlons donc de la décision du Conseil constitutionnel. Quelles conséquences immédiates sur la classe politique et les électeurs, cette décision? Ben, vous venez de le dire, la première, ou bien la première conséquence, c'est la division que cela pourrait amener au sein des formations politiques de l'opposition. Vous savez que vous avez la CAP CPI dans laquelle figurent Tidiane Thiam et le PDCI-RDA, le MGC, le COGEP et bien d'autres partis, quand à l'intérieur, vous avez donc une personnalité aussi marquante comme Simone Evé Gbagbo qui trouve que le Conseil constitutionnel a bien travaillé alors que ce n'est pas l'avis des militants du PDCI-RDA et peut-être même du président du PDCI-RDA qui s'est vu écarté donc de cette liste définitive, il y a déjà cette division-là et qui va nous amener encore à cette désunion au sein des partis de l'opposition. C'est la première conséquence que je vois. Mais pour moi, les conséquences, et pour nous au Cassis, les conséquences les plus graves, au-delà de la désunion et de la division au sein des partis de l'opposition, c'est la faillite des institutions aussi importantes. Je vous parlais tantôt, nous disons qu'en Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Draman Ouattara a fini par pousser la Côte d'Ivoire dans une situation de totalitarisme qui vraiment ne dit pas son nom. Alors ça, c'est un danger sur le plan politique. Je pense que sur le plan social, il y a la croissance de ces psychoses. Ce n'est pas faux de le dire. Même s'il y a 2, 3, 4 personnes sur 100 qui ne sont pas sereines et qui pensent que le mois d'octobre va être chaud, ou alors la période même qui précède le mois d'octobre sera chaude, je pense que cette psychose-là complique un peu la situation politique en Côte d'Ivoire. Et puis, Jacques Roger, je voulais terminer sur cette question-là avec ce que vous avez vous-même instauré, institué, que dont vous faites la promotion. C'est la question du rêve ivoirien qui doit être réinstauré. Et je pense que cette décision du Conseil constitutionnel-là nous éloigne d'une réconciliation véritable et nous éloigne vraiment et véritablement de ce rêve ivoirien que nous voulons restaurer pour faire encore une fois de la Côte d'Ivoire ce pays rayonnant sur le plan économique, mais surtout sur le plan politique et sur le plan social. Et au niveau de la cohésion nationale? Ben, écoute, je l'ai dit tout à l'heure, quand je parle de réconciliation nationale qui s'éloigne davantage, mais c'est ça, la cohésion nationale. Nous ne savons pas à ce stade-là ce qui pourrait se passer entre maintenant et le 25 octobre, mais nous disons que la faillite du Conseil constitutionnel, l'enracinement
de la dérive totalitaire en Côte d'Ivoire ne font que mettre les Ivoiriens devant leurs responsabilités et leurs choix. Qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qui va y advenir? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que la mobilisation de la rue pourra faire, qui est vraiment l'expression du ras-le-bol, quand on sait, par exemple, qu'en France, avec tout ce qui est en train de se passer, le bloquons tout, on parle quelquefois des effets de vase ou communicant, comment une situation dans un pays peut rejaillir dans un autre. Vous avez vu un peu il y a quelques années ce qui s'est passé avec ce qu'on appelait le printemps arabe. Il a fallu que la mèche s'allume quelque part pour que toute l'Afrique du Nord aussi soit embrasée. C'est vrai qu'il y a des mains extérieures dans tout cela, mais en même temps aussi, il faut comprendre la volonté interne et endogène des populations elles-mêmes de se libérer et de vivre dans un espace où elles peuvent, hein, les populations, elles peuvent jouir donc des opportunités que leur offre leur pays. Alors, quelle part donc de responsabilité porte le régime de Ouattara donc, dans ce contexte? Ce régime de M. Alassane Draman Ouattara, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un régime totalitaire et est un régime autoritaire. À partir de ce moment-là et de ce constat, ou alors de ce dictat, de cet énoncé-là, le régime de M. Alassane Ouattara est hautement fautif. À plusieurs égards, vous savez, l'utilisation de l'article 48 de la Constitution de 2000 qui a permis au cours des échanges et des pourparlers en Afrique du Sud au président Laurent Gbagbo, qu'il a utilisé pour permettre à M. Alassane Draman Ouattara d'être candidat aux élections de 2010. Ça a été fait et ça a été fait dans un souci donc de réconciliation nationale, dans un souci de règlement à l'amiable ou bien règlement pacifique du conflit ivoirien. Aujourd'hui, nous avons un conflit. Il ne faut pas dire que parce que les armes ne sont pas en train de crépiter et que le pays n'est pas coupé en deux, qu'il n'y a pas de crise. S'il y a une crise profonde en Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Draman Ouattara qui continue de se vautrer derrière ses réalisations et son idée d'être indéboulonnable a aussi raté une autre occasion de conduire la Côte d'Ivoire vers cette cohésion sociale. Rien n'empêchait vraiment l'utilisation loi d'amnistie, comme on l'a dit, et les effets de cette loi d'amnistie pour que nous soyons là où nous sommes. C'est le régime de M. Alassane Draman Ouattara qui donne les moyens à la commission électorale indépendante annuellement pour faire la révision annuelle de la liste électorale. Il n'y a pas eu ce contrôle aussi à ce niveau, ce qui fait qu'en 2025, il n'y a pas eu cette nouvelle période d'enrôlement sur les listes électorales. Donc oui, nous tenons ce régime-là à cause de son caractère autoritaire, téméraire, d'être hautement responsable de tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens pensent que le RHDP, hein, disons, le Conseil constitutionnel a choisi donc les candidats pour M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela tient la route? Au-delà de ça, nous pensons que le Conseil constitutionnel a validé ce qui est le problème majeur aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de M. Alassane Ouattara de briguer un quatrième mandat. C'est ce que le Conseil constitutionnel vient de valider. Donc, en somme, Dr. Ekedi, le quatrième mandat reste-t-il un facteur de tension majeure? C'est bien ça? Ben, écoutez, là, le simple fait même d'avoir M. Alassane Draman Ouattara se présenter, déjà même, repartons au troisième, ce qu'on appelait le troisième mandat, que eux appellent, enfin avec leurs partisans, le premier mandat de la Deuxième République, encore que nulle part dans les constitutions de 2000, de 2016 et de 2020, tout ce qui a été amendé, nulle part, alors là, nulle part, il y a un article qui dit qu'en cas de changement ou bien de modification de la constitution, le mandat de quiconque est à la tête de l'État est remis à zéro. L'idée de compteur qui est remis à zéro n'existe nulle part dans aucune constitution. Donc, de ce point de vue, il y a déjà un problème. La candidature de M. Alassane Draman Ouattara est elle-même déjà un problème parce que, comme nous le disons au CACI, il faut éviter la sédimentation des habitudes non démocratiques et des habitudes qui nous enlèvent de l'état de droit. Vous allez voir que dans plusieurs années, que Dieu nous accorde de longue vie, mais il y aura des gens qui feront référence à ça pour dire, bon, ben, écoutez, il y a quelqu'un qui a fait 4 mandats en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'on va revenir encore à la période de candidature ou bien de présidence à vie? Ce n'est pas vraiment ce qui est enchantant et ce n'est pas ce que l'ensemble des Ivoiriens, et là quand je dis l'ensemble des Ivoiriens, j'y inclus même les militants et les partisans du RHDP ou bien du parti au pouvoir. Alors, parlons donc du rôle donc, de la communauté internationale, docteur Ekedi. Hein. Comment interprétez-vous donc son silence jusqu'à là?
Mais nous la trouvons, elle aussi, hautement responsable. Et ça, c'est quelque chose que le CACI, quelque chose sur laquelle le CACI ne lésine pas. Nous crions haut et fort. Nous disons que entre 2002 et 2010, 2002, marquant donc l'éclatement de la guerre en Côte d'Ivoire, hein, nous sommes aujourd'hui le 11, et puis 2010, l'organisation, l'ONU en elle seule a fait passer plus de 47 résolutions sur la situation en Côte d'Ivoire. Et l'essentiel de ces 47 résolutions-là était en défaveur du régime au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes étonnés, choqués de voir que l'ONU peut se contenter simplement de simples déclarations ci et là. Il n'y a plus de résolution formelle sur la question de l'état de droit, sur la question du respect de l'ordre démocratique et sur la question de ce quatrième mandat dont nous sommes en train de parler. Le ministre Abdoulaye Maïga du Mali, il y a 2 ans, à la tribune des Nations Unies, avait donné cette réponse à M. Alassane Dramane Ouattara en utilisant l'image d'un joueur qui se dribble lui-même. On a vu ça venir de loin. Donc, Jacques Roger, je pense que la communauté internationale aujourd'hui, vous faites référence très certainement, à la France, vous faites référence à l'Union européenne, vous faites référence à l'ONU, vous faites référence à la CEDEAO, vous faites référence à l'Union africaine. Pourquoi? Parce que ces 5 institutions-là ont eu mot à dire dans la crise ivoirienne entre 2002, encore une fois, et 2010 avec toute cette pression sur le régime du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, cette communauté internationale, avec ces 5 éléments que je viens de citer, elle reste muette. Nous sommes hautement déçus, mais en même temps, cela nous amène à penser, à penser. Aujourd'hui, avec les luttes géostratégiques que nous sommes en train de voir à l'échelle du monde, il y a des choix à faire et les Ivoiriens doivent s'apprêter à faire ces choix-là dans le futur. Sinon, euh, nous comprenons parce que ces 5 institutions-là ont contribué à l'installation du régime d'Alassane Dramane Ouattara, notamment la France. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un silence lorsque ce même régime-là écarte des gens, c'est-à-dire utilise les mêmes artifices qu'il avait dénoncés il y a quelques années. Donc, nous ne sommes pas surpris de l'attitude de la communauté internationale, mais nous sommes déçus que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les Ivoiriennes soient laissés en pâture, soient laissés à eux-mêmes, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Nous sommes à 45 jours donc, des élections donc, présidentielles. Peut-elle encore jouer un rôle d'arbitre ou donc de médiateur? Ben, elle peut jouer ce rôle-là, effectivement. 45 jours, c'est énorme. Je ne me rappelle plus le nombre de jours qu'il y avait, certainement plus d'une année, lorsque l'article 48, comme je vous dis, de la Constitution de 2000 a été utilisé pour permettre à M. Alassane Draman Ouattara de se présenter à titre exceptionnel. Mais je pense que en écoutant Maître Abiba, hein, je ne vais pas la reprendre ici comme une autorité, ce n'est pas ça là mon point, mais je vais dire que ayant consulté les derniers aspects de la Constitution, il y a des dispositions qui donnent jusqu'à 2 semaines, je crois 10 ou 15 jours avant la tenue du scrutin pour que la liste définitive soit proclamée. Il y a encore largement de temps pour pouvoir faire cela. Mais la position du CACI reste, au-delà de tout cela, la même, qui est encore une fois que les élections qui doivent se tenir en 2025 doivent se tenir pour être légales dans des conditions où les listes électorales, comme on le dit, ont été auditées et sont dans les normes telles que demandées par la loi et par la Constitution pour pouvoir avancer. Et puis, deuxièmement, donc, que les conditions de ces élections-là soient réunies. Et l'une des conditions fortes, c'est que le monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de se présenter à une élection. D'aucuns diront que oui, se présenter à une élection ne veut pas dire qu'il a gagné. Attention, attention. Lorsque le législateur écrivait la Constitution qui proscrit plus de 2 mandats, c'était aussi dans l'esprit et dans la lettre avec l'idée que celui qui a déjà effectué 2 mandats ne postule même pas même à des élections pour se voir éliminé ou ne pas être éliminé. Je crois que ce sont des attitudes aussi républicaines que les uns et les autres devraient pouvoir avoir. Comment expliquez-vous, docteur Rikedi, le silence des partis politiques, de la population ivoirienne? Bref, des Ivoiriens, on s'attendait à beaucoup donc, de mouvements. Peut-être que premièrement, il était dit que le Conseil constitutionnel devait rendre sa décision le 10. C'est ce qui circulait.
est-ce que les partis politiques, les Ivoiriens, les Ivoiriennes, comme vous le dites, les organisations, ça et là, travaillaient par rapport à cette date du 10, question à poser. Et puis, le silence qu'on observe maintenant, ce que vous appelez un silence, est-il un silence ou bien est-il le silence avant le vacarme? Est-ce que nous avons vu le président Laurent Gbagbo, hein, comme la presse l'a annoncé, rentrer dans des consultations avec un certain nombre de partis politiques, de responsables politiques, notamment le PDCI-RDA, le FPI de Pascal Affingestan. Donc, attendons pour voir ce que les jours prochains vont nous réserver. Mais en même temps aussi, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, dorénavant, se positionne du côté de la masse ivoirienne qui veut réclamer de façon pacifique l'instauration donc d'une élection crédible, je l'ai détaillé tout à l'heure, et non à un quatrième mandat. Les moyens utilisés, comme nous le disons, hein, c'est quoi? La pression de la rue aujourd'hui, de manière pacifique. Nous sommes en train de voir ce qui se passe encore une fois en France avec le mouvement Bloquons tout. Il n'est pas impossible que cela aussi puisse se produire à Côte d'Ivoire. Nous appelons ça de tous nos voeux parce qu'il faut mettre la pression sur ce régime-là, effectivement. Alors, cela va nous amener donc à parler donc de solutions et surtout donc de perspectives. Vous avez déjà commencé à expliquer. Alors, que propose réellement le CACI pour éviter donc une crise, que cette crise devienne majeure? Le CACI reste depuis toujours sur la position de la transition. Alors, vous allez me poser la question, ou alors nos amis auditeurs ou auditrices vont poser la question de savoir comment est-ce que nous obtenons cette transition. Il n'y a aujourd'hui à ce stade rien d'autre à faire, ou alors la meilleure alternative, c'est celle de la pression de la rue. La pression de la rue veut dire plusieurs choses. Ça ne veut pas dire aller casser des bus, ça veut dire bloquer tout pour vraiment paraphraser ce qui est en train de se passer en France et augmenter et accroître cette pression. La pression de la rue veut aussi dire s'appuyer sur des éléments de la communauté internationale parce que les leviers doivent être proprement utilisés, exploités d'abord, explorés, exploités, proprement exploités. Ce dont je suis en train de parler, vous avez fait bien de rappeler la communauté internationale. Je vous ai cité 5 piliers ou bien 5 éléments de cette communauté internationale qui sont intervenus dans le processus en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'en 2010. Aujourd'hui, qui sont muets. Je ne vais pas compter sur la France, mais vous avez l'ONU. Je ne vais pas compter sur euh, l'Union européenne, mais vous avez aujourd'hui d'autres pays qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies qui peuvent peut-être aussi faire balancer les choses dans ce monde où des mouvements géopolitiques sont en train d'être observés. Ça, c'est à l'échelle internationale. Nous pensons qu'à l'intérieur, encore une fois, face à cette dérive dictatoriale, à cette dérive autoritaire, il n'y a d'autre choix que pour le peuple, effectivement, de se lever de façon pacifique. Nous ne souhaitons pas, le Cassis en tout cas ne souhaite pas, encore une effusion de sang massive en Côte d'Ivoire. Et puis, bien entendu, M. Jacques Roger, ces éléments-là permettent en tout cas d'instaurer une période qui est la période de la transition politique et pacifique que nous appelons de tous nos voeux. C'est la seule alternative. Si cette voie, ce chemin-là avait été suivi il y a quelques années, Jacques Roger, je suis sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes sûrs au Cassis que la Côte d'Ivoire aurait fait un bon qualitatif vers l'avant. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Alors, si maintenant je peux vous demander, docteur Révi, quel message vous avez hein, pour les Ivoiriens à quelques semaines donc, du scrutin? Quel est le message? Non. Avant même de parler de quelques semaines du scrutin, à la suite de ce que le Conseil constitutionnel vient de faire, le message que nous portons aux Ivoiriens est celui-ci. Premièrement, il ne faut pas se décourager. Il y a des moments, il y a des périodes dans la vie d'une nation où des situations deviennent quelquefois incompréhensibles, des situations deviennent peut-être très difficiles, où on semble être face à des obstacles qui sont insurmontables. La réalité des choses, c'est que ces obstacles-là sont surmontables. Qui savait Jacques Roger? Pour nous autres, en tout cas de notre génération, qui avons étudié le mur de Berlin, mais c'est devant nous au lycée qu'on a vu le mur de Berlin s'écrouler. Qui savait
encore une fois, que le régime du président Houphouët-Boigny allait reculer face à la pression de la rue pour ouvrir le multipartisme. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer où la pression de la rue et des événements peut-être quelquefois non imaginés et non prévus sont arrivés pour aider les populations à rechercher et à exprimer leur dessein. Donc, nous continuons de rester très optimistes. Donc, il ne faut pas se décourager, c'est notre premier message. Il faut rester optimiste et il faut rester véritablement et civiquement engagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le CACI ne vous appelle pas à aller soulever des blanchettes, des dabas, des houes pour aller faire quoi que ce soit, ne vous appelle pas à aller bloquer des rues, mais le CACI dit que l'engagement civique, la mobilisation de la rue demeure une des clés des solutions démocratiques qui nous restent pour faire avancer ce combat. En tout cas, nous appelons aussi ceux et celles qui sont retenus sur cette liste-là pour accompagner M. Alassane Draman Ouattara à réfléchir davantage et de faire le choix qui s'impose pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, nous disons simplement, il faut réfléchir et faire le choix qui s'impose. On nous apprend, docteur Rigedi, que les candidats auraient déjà reçu près donc, de 200 millions. Est-ce qu'on peut prendre un candidat au sérieux qui compte sur les 200 millions pour battre campagne? Il y a deux choses à dire ici. Premièrement, je n'ai pas reçu cette information. Deuxièmement, j'allais dire qu'il faut la vérifier, mais je ne mets en tout cas pas en doute l'information que quelqu'un de pointu comme vous, Jacques Roger, avec cette émission très sérieuse qui date depuis des années, puisse apporter. Mais en même temps aussi, vous savez, la violation de l'état de droit, quelquefois, s'accompagne aussi d'un semblant de respect de l'état de droit. Ce qu'il faut se poser aussi comme question de savoir d'où viennent ces 200 millions et quelles sont les dispositions, soit de la Constitution, ou bien du Code électoral, ou bien même du fonctionnement de nos États, de nos institutions, pardon, qui indiquent que des candidats à une élection présidentielle devaient être accompagnés et recevoir une telle manne. Quand c'est fait et quand c'est dit, on est d'accord que bon, mais les 200 millions ont été donnés. Mais vous vous rappelez, en 2015, le professeur Mamadou Koulibaly dit que lui, il a utilisé les 100 millions qu'on lui a donnés pour faire campagne contre le non. Donc, créativité, pas créativité. Donc, pour me résumer, je suis en train de dire au nom du CACI ici que nous n'avons pas traité cette information sur les 200 millions qui auraient été donnés à des candidats. Si c'est de l'argent du public, quelles sont les dispositions constitutionnelles ou bien du code électoral qui donnent le mandat ou bien le droit à ceux qui sont les détenteurs du pouvoir aujourd'hui de pouvoir distribuer, parce que c'est de l'argent du public. Jacques Roger. Et ensuite, si nous sommes arrivés, ça c'est un autre aspect de la chose, nous sommes arrivés à un aspect où l'argent du public est utilisé pour des campagnes, que ce soit présidentielle, législative ou quelque autre campagne, ça veut dire que le public lui-même aussi, on doit lui rendre compte de comment est-ce que son argent public est utilisé, même par chacun ou chacun des candidats ou chacune des candidates qui aurait reçu cet argent. Jacques Roger, voilà ce que nous voulons dire là-dessus. Nous promettons de revenir sur cette question lorsque le CACI aura eu plus d'informations et aurait traité. Mais je comprends où vous voulez arriver parce que dans ce cas d'espèce, 200 millions, on ne parle pas de 20 000 francs, on ne parle pas de 200 000 francs, on ne parle pas de 50 millions, on parle de 200 millions. Ça peut être aussi un élément de corruption. On l'a vu dans plusieurs cas où des gens, effectivement, vont se présenter parce qu'il y a de la manne. Comme il n'y a pas de compte rendu, je termine là-dessus, il n'y a pas de compte rendu véritable sur comment cet argent a été utilisé, effectivement, ça peut être aussi un moyen de corruption de ces personnes-là qui ont été retenues. Ce régime dictatorial-là n'est pas bête, hein, Jacques Roger. La dictature ne se fait pas toujours par les armes, par frapper les gens, mais ça peut se faire aussi par des moyens, des leviers comme le levier financier dont vous venez de parler. Paradoxalement, docteur Rikedi, les partis politiques, constitutionnellement, devaient bénéficier donc de l'aide de l'État, je crois 1% chaque année, n'ont pas encore reçu la subvention donc depuis des années. Comment on peut expliquer cela? Mais vous comprenez le paradoxe. Vous comprenez le paradoxe. Tout à l'heure, en tout cas, tout ce que je dis repose sur deux faits. Le régime de M. Alassane Draman Ouattara est un régime qui a conduit la Côte d'Ivoire dans le totalitarisme et dans l'autoritarisme. De ce point de vue-là, ce régime-là est devenu le parti État, utilise les moyens de l'État comme il veut, quand il veut, où il veut, à n'importe quel moment qu'il veut pour pouvoir avancer, pour pouvoir confisquer le pouvoir d'État. Ce que vous dites est vrai et c'est la manifestation de l'état de non-droit aussi. Si la Constitution
enjoint quiconque est au pouvoir de libérer chaque année 1% donc de son budget aux partis politiques pour aider ces partis politiques-là à concourir à l'expression du suffrage, à la formation politique donc des Ivoiriens et des Ivoiriennes et de tous ceux mêmes qui habitent en Côte d'Ivoire, qui ont soit la capacité de voter ou qui n'ont pas la capacité de voter, quand ce n'est pas fait et que à la lisière d'une élection, on donne de l'argent à des candidats, ben, bien entendu, ceux qui sont en droit ou bien qui pensent qu'il y a là un élément de corruption, de vol de l'élection, ont droit de pouvoir le dire. Ont droit de le dire. Mhm. Mais ajouter à ça aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si cet argent est reçu, il faudrait qu'il y ait des mécanismes pour que le peuple, pas l'autorité qui a donné, mais le peuple sache comment cet argent-là, d'où il est venu. Jacques Roger, en Côte d'Ivoire, on parle de plus de 350 milliards que un monsieur aurait comme budget de souveraineté. Mhm. 350 milliards comme budget de souveraineté. Bien, Qu'est-ce qu'on fait avec plus de 300 milliards d'un budget de souveraineté dans un vous pays comme la multipliez Côte cela, d'Ivoire? docteur Eric Eddy, multipliez cela Par 15. par 15, ça nous amène à Vous peu près comprenez? après, donc 15, hein, à peu près ouais, 45 000 milliards. C'est ça, non? Bien, je m'en trouve. Enfin, combien? 45 000 milliards. C'est-à-dire qu'on a assuré la pitance pour combien de générations? Vous 4 500 comprenez? milliards, oui, 4 500. 4 500 milliards. Qu'est-ce qu'une seule personne, ou bien même une seule institution, un chef d'État fait dans un pays comme la Côte d'Ivoire? On ne connaît même pas d'abord même son salaire d'abord, vous comprenez? Mais voilà. Alors, pour ne pas trop nous écarter du sujet, quand on est capable de s'arroger à soi-même plus de 300 et quelques milliards de dollars de budget de souveraineté et qu'on n'a pas donné aux partis politiques ce qui est prévu par la Constitution, je trouve qu'il y a problème. Et quand à l'orée des élections, là maintenant on trouve 200 millions pour remettre à des candidats pour participer à des élections présidentielles, tout ça est confus, tout ça, écoutez, c'est la violation et la manifestation, je dirais, de l'état de non-droit en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Regedi. Avant votre mot de fin, je vais vérifier cette information. Je ne sais pas si c'est 1% ou bien un millième du budget. Je vais vérifier tout ça là. Ça doit être quelque chose entre les deux. Vous aurez raison de bien vérifier ça. Quelquefois, les chiffres nous échappent. Mais Mhm. en tout cas, que ce soit 1%, que ce soit un millième, il y a un quelque part, hein, pour faire un peu, pour digresser un tout petit peu. Mais vous avez raison de vérifier cette information pour que nous restions dans les informations correctes et vraies. Merci beaucoup. Docteur Regedi, avant de vous laisser partir, votre mot de l'espoir, malgré tout ça, je sais que vous êtes un homme, voilà. Voilà, allez-y. Non, Allez-y. non, écoutez, partout où je passe, hein, et ça aussi c'est la position du CACI, nous nous voulons bêtement optimistes sur quand il en vient à la Côte d'Ivoire, quand il en vient à l'Afrique et quand il en vient à la possibilité des populations noires de pouvoir s'exprimer. Il y a quelques jours, j'étais à une émission avec une de vos chaînes. euh, avec Afrique Média, justement, dans sa nouvelle version. Et il y a un confrère camerounais qui a fait une déclaration que j'ai vraiment aimée. Il a dit ceci, c'est simple, c'est bête, mais c'est simple, c'est bénin, mais c'est assez expressif. Il a dit ceci, qu'on n'est pas venu sur la terre pour souffrir, on est venu pour être heureux. Hmm. Les Ivoiriens ne sont pas venus sur la terre pour souffrir, les Ivoiriens sont venus pour être heureux. Les paysans ivoiriens, les producteurs et productrices de cacao, du vivrier, etc., ceux qui sont dans les champs, ceux qui travaillent dans le secteur informel, qui représentent plus de 80% de la force active en Côte d'Ivoire, ne sont pas venus sur la terre pour souffrir, mais sont venus sur la terre pour être heureux et pour être heureux s'il s'agit des femmes. Faisons en sorte donc de créer les conditions. C'est la raison pour laquelle ces conditions-là ne viendront pas tant qu'il n'y a pas de lutte. Il y a des années, ou bien peut-être oui, des dizaines d'années en arrière, c'est pourquoi on a appelé les prolétaires se sont unis. Aujourd'hui, pauvre peuple de Côte d'Ivoire, unissons-nous. Pauvre peuple de Côte d'Ivoire, dominez, unissons-nous avec tout ce que l'unité veut dire ici. Faisons en sorte, là où il est possible de se battre, battons-nous Hmm. sans effusion de sang. Si cela aussi est le cas, mais faisons en sorte de pouvoir revendiquer et d'aller chercher ce qui est notre. Pour le faire, il ne faut pas se décourager. C'est mon mot de la fin. Pour le faire, il ne faut pas se décourager. Pour le faire, il faut continuer de s'éduquer. Il faut continuer d'être civiquement et politiquement engagé dans dans le processus que nous voyons. Et je pense qu'au bout du compte, nous aurons ça. Il faut être des patriotes. Moi, mon message, c'est aux patriotes ivoiriens.
Je n'ai pas appelé un message au PPACI, je ne lance pas un message au PDCI, je lance un message aux patriotes ivoiriens parce que le cassis sait que les patriotes se retrouvent partout dans les partis politiques et même ceux qui ne sont pas encartés dans les partis politiques se retrouvent aussi dans les Ivoiriens et citoyens et citoyennes normaux qui sont un peu partout. Donc, réveillons nos sens du patriotisme et je pense que le rêve ivoirien dont parle Jacques Roger à travers cette émission pourra redevenir une réalité. Merci beaucoup, docteur Rekedi, pour cette analyse à chaud, hein. Le Conseil constitutionnel a parlé, mais la question demeure, hein. A-t-il dit donc le droit ou simplement, cher ami, hein, consacrer donc consacrer donc la loi du plus fort. L'avenir donc de la Côte d'Ivoire se joue désormais dans la responsabilité donc des dirigeants, la vigilance donc des citoyens, comme il vient de dire le docteur Eric Eddy, et la mobilisation pour la paix. Restons debout, car donc la démocratie n'est jamais donc un acquis définitif. Au revoir, docteur Ekedi, et surtout bon week-end. C'est à moi que vous en prie. Merci de m'avoir eu. Voilà, merci beaucoup les gars. Au revoir.